C'est le temps pour moi. On a fait un tournage. Bonjour à tous, bienvenue sur Confidentiel. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril. Le 17 avril 2009, c'est la nomination d'Hélène Clark au poste d'administratrice du Programme de développement des Nations Unies, le PNUD. Le PNUD. Elle a quitté ce poste après 8 ans de bons et loyaux services. Hélène Clark n'a jamais eu peur d'afficher, d'indiquer qu'elle était une child free. Elle dit ceci: avoir des enfants n'a jamais été quelque chose auquel j'ai pensé, parce que je tiens une importance à mon espace personnel et à ma vie privée. Je ne conçois pas ce genre de vie fait de sacrifices et j'aimerais pas avoir abandonné des choses pour des enfants. Tu as évoqué justement Hélène Clark. Oui, voilà, tout à fait. Qui est child free. Et ce que, par exemple, les spectateurs ou les spectatrices qui nous regardent ne savent pas, c'est que toi, tu es childless. C'est-à-dire que tu as cheminé vers une vie sans enfant. Tout à fait. Mais, comme on dit, c'est la vie, quoi, qui t'a mené vers ce chemin-là, puisque tu as découvert ton infertilité à l'âge de 30 ans. Et je n'arrive même pas à me représenter toute la souffrance psychique et physique que ça a pu être. Et bon, je voulais donc que tu nous partages tout ça, tout ce cheminement-là, et puis peut-être voir même toute cette douleur aussi. Oui, effectivement, en fait, il y a déjà une double sanction en fait, des personnes infertiles. On vit une souffrance psychique. Également une autre souffrance, et c'est lié au traitement également, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Et aussi la pression de l'entourage, la pression de la société. Donc, il y a un ensemble. Et moi, les causes en fait, de mon infertilité, c'était... c'est pas effacé. Non. C'est toujours les deux trompes bouchées qui est causée par une tuberculose génitale bactérienne. Voilà, parce qu'on peut avoir, c'est peut être viral et bactérienne. D'accord. Voilà. Et également un utérus polyfibromateux, un utérus avec pas mal de fibromes et une insuffisance ovarienne prématurée. La totale. La totale. Tu nous fais tout le combo gagnant. Il vaut mieux en rire, hein, parce que franchement... en fait, c'est ça. Les ovaires qui ne fonctionnent pas, les trompes ne fonctionnent pas, la muqueuse utérique qui est mal barrée. Bref, tout était mal barré. Tu partais sur les mauvaises bases. Ok, bon bah, on continue. C'est important que tu expliques justement les différentes causes, parce qu'une fois, on en a parlé et tu m'as expliqué on pouvait dénombrer 70 causes. Tout à fait. En fait, le médecin, le docteur Robert Wheatstone, qui est le père de la FIV, il a participé effectivement à la fécondation in vitro de Louise Brown, le premier bébé éprouvette qui a vu le jour en Angleterre, au Royaume-Uni. Et il dit ceci, en fait, pour l'infertilité, on dénombre 50, 60 à 70 causes différentes pour l'infertilité. Et la complexité de l'infertilité, c'est pouvoir déterminer les causes et pouvoir poser le bon traitement. Le bon traitement, et même le bon diagnostic. Le bon diagnostic, effectivement, et apporter le bon traitement. Et on en a parlé lors du précédent épisode, je vais revenir là-dessus. Sur les IST, effectivement, la population la plus touchée des IST, c'est la population de 15-24 ans. C'est jeune. Très jeune, tout à fait, tout à fait. Et je vais sortir quand même les chiffres, je trouve ça c'est très intéressant, notamment sur la chlamydia. Je vais ressortir les chiffres parce que ce serait important de faire partager, notamment à ceux qui nous suivent, sur ce sujet-là. Voilà, par exemple, en 2016, les chiffres, par exemple, l'Institut national de la santé publique, qui a publié, il y a eu 267 000. Je tiens à préciser que ça, ce sont les chiffres en France. En France, tout à fait. Parce que comme on nous suit de par le monde, c'est vrai, c'est en France. Les chiffres en France. Effectivement. Le nombre de personnes infectées à la chlamydia était estimé à 267 097, dont soit un taux de 291 personnes infectées sur 100 000 habitants. L'infection, elle est
plus constaté chez les femmes, quand même, en moyenne en France, les DOM y compris, hein, effectivement, c'est 592 femmes sur 100 000 habitants. L'Île-de-France, c'est là où les femmes de la population 15 à 24 ans sont les plus touchées. On est à 2211 pour 100 000 habitants. Et dans les départements d'outre-mer, on est à 5682 pour les départements d'outre-mer, en fait. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, tout à fait, ça fait beaucoup pour 100 000 habitants. Mais pourquoi justement insister sur la chlamydia? Parce qu'on a plein d'autres IST, MST. Tout à fait. En fait, la chlamydia, c'est une maladie sournoise. Elle est difficilement diagnosticable, en fait, voilà, parce que les personnes qui l'ont n'ont pas de symptômes. C'est asymptomatique. C'est asymptomatique, voilà. Souvent, la majeure partie des personnes qui l'ont n'ont pas de symptômes. Du coup, elles ne vont pas aller consulter ou faire des tests de dépistage, en fait, de la chlamydia. Et c'est une maladie qui peut causer une grossesse extra-utérine. Et c'est une maladie également qui peut causer des douleurs pelviennes chroniques. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes, en fait, d'avoir très très mal au bas-ventre, c'est pas normal. Avoir mal, c'est normal, mais c'est pas normal d'avoir autant mal. Voilà, exactement. Et voilà, et en plus, la chlamydia, une fois qu'elle s'est installée, elle a propagé et persisté. Que la maladie se propage. Qu'elle persiste. On peut avoir des trompes endommagées, on peut avoir une muqueuse utérine endommagée, et il faut le rappeler que l'infection, la contamination se fait de manière par les relations sexuelles, par voie anale, orale, vaginale, également par un partage d'objets sexuels aussi. Ah oui. Donc voilà. On lave les sextoys. Exactement. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, à peu près, voilà, pour ce qui est IST, j'ai vraiment insisté là-dessus. Effectivement, c'est une cause aussi d'infertilité. Donc pour revenir effectivement à la double sanction effectivement des femmes infertiles, le diagnostic, est-ce que c'est tombé, en fait, ça a été très très douloureux pour moi. Parce qu'à 30 ans, quand on a tout bien fait, hein, on a coché toutes les cases. Voilà, travail, check. Voilà, appartement, check. Et là, bim. Voilà, bim, voilà, exactement. Donc, du coup, on m'a annoncé ça, surtout que j'avais quand même déjà, quand j'étais ma précédente relation, je suis restée quand même 8 ans, j'avais des doutes sur ma fertilité, quand même. Mais c'est des sujets dont on n'en parle pas du tout. On découvre toujours sur le tas. Donc, j'avais vraiment des doutes là-dessus. Donc, du coup, je suis allée voir le médecin, ma gynéco, parce que j'avais beaucoup de saignements, des saignements assez importants, des douleurs pelviennes pendant les règles et tout. Donc, quand je suis allée, elle m'avait dit, enfin, voilà, 2 trompes bouchées, également une utérus polyfibromateux. Les douleurs, c'était lié. Et c'est donc à partir de ce moment que va se mettre en place tout le parcours. Tout à fait. Médicale à la procréation. Exactement. La fameuse PMA. Tout à fait. Et je souhaitais justement qu'on revienne là-dessus parce que c'est lourd. Les traitements hormonaux sont lourds. C'est très éprouvant psychiquement, psychologiquement. Et moi, je voulais justement que tu puisses me dire comment est-ce que ton couple a résisté face à cette nouvelle, parce que c'est assez comment on fait justement quand on s'engage dans le parcours de la PMA pour rester un couple toujours uni, avoir je sais pas, une intimité relativement, on va dire, belle, ou alors continuer néanmoins de la cultiver parce que plus rien ne devient spontané, tout est calculé avec les histoires d'injection, d'ovulation provoquée. Donc voilà, partage-moi ça. Tout à fait. En fait, je vais d'abord expliquer en plusieurs temps parce que le parcours a été quand même long. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Voilà, j'ai débuté le parcours réellement à l'âge de 31 ans, dont 5 ans quand même de PMA. Donc j'ai un bac plus 5, j'ai un PMA plus 5. Voilà, exactement. C'est un diplôme. Bah écoute, il y a des grades. Donc parle-nous du exactement. parcours. Voilà, c'est ça. Donc
quand j'ai commencé, j'étais dans une précédente relation et tout. Voilà, il y a eu, j'ai expliqué les trompes bouchées, l'utérus polyphémateux et tout ça. Dans cette relation, ça a été très très difficile parce que le parcours a débuté avec cette précédente relation, notamment puisque j'étais inscrite dans le parcours du don d'ovocytes, parce que les IOP, effectivement, mes ovaires ne produisent plus, voilà, je n'ovule plus du tout. Voilà, j'ai besoin qu'une femme me donne ses ovocytes pour pouvoir être maman. Tu n'ovules plus ou tu n'ovules pas assez? Je n'ovule pas assez. Voilà, en fait, voilà, tout à fait, exactement. Ça peut créer la confusion. Exactement. Puisque le principe même des règles, c'est qu'il y a une espèce d'ovulation, non? La muqueuse utérine se détache et en fait, le principe des règles, c'est l'épaississement de la muqueuse utérine. On peut ne pas ovuler et avoir des règles. D'accord. C'est mon cas. Je n'ovule pas, mais j'ai des règles. Ok. Pas assez. Pas assez, voilà, Toi, exactement. Pas assez, voilà, exactement. Okay. En fait, c'est un cycle, je n'ovule pas. Mais j'ai des règles. D'autres cycles, en fait, si j'avais les trompes qui n'étaient pas bouchées, j'ai 1 à 3%, voilà, c'est entre 1 et 3% de chance d'avoir un enfant à chaque cycle. Alors qu'en vrai, on en a 20% quand même. Voilà, exactement. C'est ça, voilà, exactement. Je suis calée maintenant. Tout à fait. On expliquera pourquoi. On expliquera pourquoi. Plus tard. Dans saison 2. Okay. Donc voilà. Du coup, il y avait ce parcours, l'introduction, enfin le parcours d'ovocytes au SECO, ce sont des études de conservation des ovocytes et spermatozoïdes. Dont on s'est enregistré dans ce centre, mon ex-compagnon et moi. Ça a été difficile parce qu'il n'y a pas eu cette acceptation effectivement du don. Surtout qu'il n'y avait pas de donneuse noire. On m'a clairement dit en fait qu'en 10 ans, en 8 ans, on n'a jamais vu de donneuse noire frapper la porte du SECO. En fait, ce sera une donneuse caucasienne. Donc, effectivement, il faut que le couple accepte déjà cette donneuse caucasienne. Et effectivement, pour même l'ex-partenaire, en fait, pour lui, les trompes bouchées, il n'y a pas les trompes bouchées. En fait, la difficulté même du sexe, en fait, pour moi, c'était pas du sexe consenti déjà. Donc, il y avait moi, le sentiment aujourd'hui, parce que j'en parle aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je ne le disais pas clairement, je le vivais comme un viol, en fait. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc c'était ça, dans la difficulté, parce que aussi mes sécheresses vaginales ont été devenues de plus en plus importantes. Parce que cette pression-là, même comme le médecin disait que oui, il n'y a que 1 à 3%, il y avait l'insistance d'avoir des rapports sexuels en fait, alors que je n'étais pas dans ces prédispositions, contraint d'avoir effectivement d'avoir des rapports sexuels, parce que la personne, puisque je n'étais pas coopérée, parce que l'hydrosalpingographie, en fait, qui est l'examen qui permet d'examiner les 2 trompes bouchées, en fait, on dit parfois il y a des faux positifs dans cet examen, puisque quand on fait l'examen, parce qu'elle fait tellement mal que la femme contracte, ce qui n'est pas avéré, quand elle contracte, effectivement, que finalement, même le cas de la muqueuse, c'était du muscle, la muqueuse utérine, c'est un muscle. Donc, que les trompes se ferment, en fait. On dit qu'elles sont bouchées, en fait. Il y a des faux positifs chez certaines femmes en hydrosalpingographie. Mais moi, en fait, au moment de l'opération, quand on m'a opéré pour les fibromes, en fait, le médecin a confirmé lors de la myomectomie par la porotomie, c'est exactement comme une césarienne, parce que les fibromes étaient tellement gros. J'avais 2 fibromes sous-muqueux dans la cavité utérine de 8 cm, de 6 cm. Donc voilà, il a confirmé effectivement le diagnostic. Une matrice complètement inhabitable. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Tu aurais même pu ne pas avoir tes trompes bouchées, que tu aurais eu des fausses couches il n'y aurait même pas eu de nidation. De nidation, tout à fait. Ça prend la place hostile, 8 cm, c'est ça. C'est assez conséquent. Donc voilà, il y avait cette difficulté-là avec mon ex-partenaire, effectivement, vécu. Il y a eu également les violences conjugales. Liées à ton état. Voilà, liées à mon état, tout à fait. Donc 2 coups de poing au visage et 4 coups de poing de côte. Donc après ça, en fait, déjà, une tentative de suicide également, après l'opération des fibromes. Donc oui, ça a été très, très dur. Après cela, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un à travers les réseaux sociaux, via Facebook. Oui, je le connais. C'est mon super ami. Exactement. On n'est que des gens bien, nous. Que des gens bien. Exactement, tout à fait. Donc du coup, après maintenant, voilà, ça c'était une page qui s'est tournée, une autre page qui s'ouvre. Avec lui, en fait, tout de suite, moi, je lui ai indiqué mon CV. Ça l'a un peu perturbé. Parce que je lui ai dit, je suis infertile, je ne pourrai jamais avoir d'enfant, il faut qu'une femme me donne ses ovocytes, 2 trompes bouchées. Le pauvre. Il a dit
Il a dû se dire dans quoi je tombe et tout. Oh là là, mon Dieu. Moi, je venais là simplement. Et là, je suis infertile. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, c'est ça, il dit, mais c'est que Oh ça. my gosh, c'est dit, hein, c'est... Ok, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Donc, j'ai donné mon CV, j'ai dit, bah voilà ce qui je suis. Ça, là. Mais il valait mieux. Il était un peu voilà, il dit, mais c'est qui cette femme, en fait, qui expose... Enfin, il n'avait jamais vécu ça, en fait. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, tout de suite, le parcours, c'était vraiment... Mon parcours était ça parce que vu ce que je vivais, en fait, j'ai vécu précédemment. Donc, c'était vraiment la notion de double don, quoi. Donc, je partais au partir de cette notion-là, double don et tout ça. Je ne voulais plus mettre un homme dans ce parcours-là. Effectivement, moi, je... C'est-à-dire que quand tu le rencontres, oui, tu t'engages dans une PMA, mais comme une maman solo. Exactement, tout à fait, tout à fait. Parce que enfin, la PMA, effectivement, il faut le savoir. Quand on commence, il faut être sûr de terminer avec la personne qu'on commence. Oui, parce que on part sur des gamètes où on a signé des charges, des documents et tout ça. Une fois que la personne, elle se désiste, le parcours, il prend fin. Hein. Exactement, tout à fait. C'est quand même quelque chose d'assez lourd et qui engage aussi. Très engageant, très engageant le parcours de PMA. Donc, il faut vraiment être sûr avec qui on s'engage pour le faire. D'ailleurs, il faudrait préciser aux téléspectateurs et aux téléspectatrices que en France, en tout cas pour le cas de la France, la PMA n'est ouverte que pour les couples hétérosexuels qui ont prouvé qu'ils avaient une vraie vie conjugale. Exactement. Donc, on ne peut pas aller juste prendre le dernier kéké du coin et se dire « on va aller sur la PMA ». Et en plus de ça, il faut... Comme tu l'as, toi, ton état, c'était clair, entre la muqueuse utérine qui ne marche pas, aucune production, enfin bref, la totale. Il faut bien préciser aux gens que ça n'existe pas en France de PMA de confort. Il faut avoir prouvé qu'on était en incapacité. Oui, tout à Donc, fait. C'est pas je n'y arrive pas. Non, parce que c'est aussi intéressant quand on a expliqué les causes d'infertilité. Il est aussi important que certaines femmes comprennent que l'effet de stress peut bloquer complètement l'hypophyse qui contrôle en fait l'ovulation. C'est ce qui explique d'ailleurs que certaines femmes s'engagent dans le parcours d'adoption. Et une fois que la pression redescend, parce qu'il n'y a plus, tu l'as bien expliqué, cette pression de devoir, avoir des rapports sexuels pour avoir des enfants, ça met une pression en plus qui fait que dans certains cas, il n'y a plus d'ovulation en fait. Mais moi, j'avais des sécheresses vaginales importantes. Exactement. Donc, liaison au niveau des vagines, tellement le rapport devenait violent pour moi en fait. Tout à fait. Et donc, et c'est ce qui explique, donc pour revenir à cette histoire de stress et de PMA, qui fait que certaines femmes, en fait, commencent avec l'adoption et après tombent naturellement enceintes. Donc, très important, parce que, bon, les gens quand ils ne détiennent pas l'information, ils peuvent penser que c'est quelque chose d'assez simple. Mais en tout cas, pour ce qui est de la France, il n'existe pas de PMA de confort. Non. Il faut avoir prouvé par tous les examens possibles et inimaginables qu'on est infertile. Et sachant qu'il y a 70 causes, vas-y le coco. Si tu n'arrives pas à trouver de fibrome ou de trucs, c'est un peu mort pour toi. Tu seras obligé d'aller à l'étranger. Ah oui, non, mais moi j'ai fait tous les tests avant de prouver, même avant d'avoir le protocole de soins. Et tu fais bien de préciser, le protocole ce qui dit FIV don d'ovocytes, un protocole de soins pour t'autoriser, il y a un certain nombre d'examens pour prouver effectivement que tu es en incapacité de. On est d'accord. Donc, pour ceux qui vivent en France, il est bon de le rappeler qu'il n'existe pas de PMA de confort. Voilà. Bon, on reviendra sur un autre épisode parce que j'ai souvent ouï dire que, après, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est comme les gens qui vont te parler de la GPA et qui vont dire c'est pour que les femmes, certaines puissent préserver leurs utérus. J'ai envie de dire non, ça se passe pas comme ça. Même dans les pays où ça se pratique, il y a des règles, il y a des normes. Il faut quand même avoir prouvé qu'on était en incapacité soi-même de le faire. De porter. Tout à fait. On n'est pas dans un film hollywoodien de mauvais goût là. C'est clair. Non, il faut le préciser, D'accord. Oui, non, mais après, pour revenir sur effectivement comment le couple a vécu, ça a été très difficile. Ah non, mais vraiment. Les violences avec ça. Ça a été très difficile. Moi, je fais clôturer le chapitre avec mon ex-partenaire. Je parle avec ton ami. Oui. Oui, parce que c'est un homme bien. C'est un homme bien. Donc voilà. Donc du coup, ça a été vraiment assez difficile ce parcours-là parce que effectivement, moi, j'étais dans
dans un état psychologique lamentable, épouvantable, vraiment. C'est là aussi j'ai entrepris une thérapie, voilà, une thérapie, vraiment. C'était nécessaire pour moi. Et effectivement, il y avait beaucoup de violence de ma part à son encontre, parce que effectivement, je souffrais, j'étais en souffrance, il ne comprenait pas pourquoi j'étais en souffrance, parce que oui, c'est normal, lui, il est fertile. En fait, c'est là où j'ai compris que voilà, une incompréhension et tout ça. Et le fait que je voulais faire la PMA seul, il dit mais je suis là et tout. Je dis bah oui, mais je sais que tu es là, mais non, avec ce que j'ai vécu, j'ai plus envie un traumatisme, j'ai plus envie d'embarquer un homme là-dessus. Donc, il m'a également aussi accompagné dans quelques séances chez le psy, effectivement, où on avait beaucoup de problèmes de communication, on a toujours, hein, on essaie d'améliorer aujourd'hui, ça se résout. On apprenait également une thérapie tous les deux également, une thérapie ensemble de couple. Donc voilà, ça a été, et ce qui est parfait avec lui aujourd'hui, c'est le fait de parler. Il s'éduque à la sexualité. Franchement, quand tu as un homme qui est éduqué à la sexualité, qui est si à l'écoute quand on dit non, ça change la vie. Ça change beaucoup la vie. Et puis le sexe est meilleur. Ah oui. Je sais de quoi je parle. C'est vraiment un point parce que quand j'ai les injections de décapeptiles, l'horreur en boîte. Ça, les injections de décapeptiles pour moi. Explique ce que c'est parce que tout le monde. Voilà, une injection de décapeptiles, en fait, c'est un produit qui permet de bloquer en fait la production, bloquer les ovaires. Ça te met en ménopause temporaire. Donc c'est vraiment pour se caler avec le cycle de la donneuse aussi. Donc voilà, donc on en parlera dans un autre épisode pour expliquer ça. Donc voilà. Et ça, pour moi, en fait, bouffée de chaleur plus, c'est chirurgie vaginale. Donc, c'était difficile. Donc, il y avait, à gérer. Donc, il comprenait, en fait, on en parlait et tout. Vraiment, parce que quand il rentrait, je dis non. Et également, aussi, on pouvait en parler, en discuter également. Donc, on a évoqué tout ton parcours avec beaucoup de rire, mais il ne faudrait vraiment pas que ça prête à confusion, en fait, vrai, parce que les gens ont le sentiment que c'est un sujet léger pour nous, mais en fait, pas du tout, parce qu'on en parle assez souvent, et puis tu es, contrairement à certaines personnes, tu es passé quand même par pas mal de phases, tu as suivi une thérapie, donc ça t'a aidé à mieux vivre, on va dire, cette infertilité. Et je voulais donc savoir, au regard de tout ça, de ton parcours, de ta thérapie, de toutes les violences subies, de ta nouvelle vie inscrite, de ta nouvelle vie avec ton nouveau partenaire, je voulais savoir, en fait, comment est-ce que tu as envisagé la vie après l'annonce de ton infertilité, justement? Je ne sais même pas si on envisage, en fait. On est obligé de le faire. On est obligé de se construire. Il y a une contrainte. Et en plus, ce qui était difficile vraiment par le parcours, puisque voilà, aujourd'hui, moi, j'ai arrêté, en fait. On en parlera dans le prochain épisode. Voilà, effectivement, parce que en fait, on vit au rythme des cycles. C'est triste à dire, en fait, on vit au rythme des cycles, en fait, on n'a plus d'espace pour soi. Ouais. Non. Le corps, on n'a plus le sentiment qu'on a son propre corps. Non. Il est à la science, il est aux hormones. Voilà. Il est, et même les plannings qu'on fait au travail, c'est par la PMA. Notre vie est centrée sur la PMA, on ne peut rien planifier parce qu'on sait qu'on attend les prochaines règles. Quand les prochaines règles ne tombent pas parce qu'on a une réunion, il faut se caler aux règles. En fait, c'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Envisager, comme on envisage la vie, je ne sais même pas si on... En fait, dans un monde idéal, une femme qui sera infertile serait à la maison avec un homme très compréhensif qui fournirait... c'est ça, exactement. Qui pourvoirait, on va dire, aux besoins du foyer et qui pourvoirait aussi aux nécessités de la PMA, parce qu'il faut le dire, ça coûte très cher. Tout à fait. D'accord. En définitive, une PMA, ce n'est pas du confort. Voilà, même quand on pourrait y recourir pour du confort, ça n'en est pas un. Donc, c'est important que les gens réalisent à quel point c'est douloureux, comment c'est onéreux. Et puis, comment ça te vole, en fait. Ça te vole ta vie. Ça te bouffe ta vie. Mais l'envisager, comme tu as dit, c'est très intéressant que tu puisses dire... Est-ce qu'en définitive, on envisage même... Est-ce qu'il est possible d'avoir une vie après la PMA? C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vie après la PMA
je sais, enfin, à mon sens, pour toi, oui, parce que tu as cheminé, parce que tu as eu tes thérapies, mais je crois sincèrement que la vraie douleur vient du fait qu'on se pense complètement anormal. Ah, Et je ne parle pas ne confondons pas ce qui est anormal de ce qui est naturel, Oui, parce oui, que tout dans à la fait. nature, il y a de l'aridité, Oui, tout à il y a fait. de l'infertilité, de la Exactement. stérilité. Tout à fait. Mais tout à dans fait. les normes sociétales, Mm. l'infertilité, c'est une Non, anomalie, non, c'est c'est un une anomalie. On n'intègre dysfonctionnement. pas, on n'offre pas aussi Non. des perspectives. C'est aussi ça, en fait, qui est Mm. difficile. Et j'ai des nièces aujourd'hui et j'en parle avec elles pour qu'elles puissent l'intégrer comme une possibilité, Une une éventualité dans la vie et Parce de que tout pouvoir peut être, voilà, arriver. tout peut arriver et de ne pas se sentir anormal. Normal. Voilà, Tout à exactement, fait. c'est ça. D'offrir des perspectives, clairement, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est cet espace qui m'a manqué. Oui. Parce que c'est ça qui a été révoltant même, qui a fait que j'ai parlé de mon infertilité ouvertement. Parce que je dis, mais non, enfin, pourquoi on n'a pas trouvé ou ouvert des espaces comme ça pour les femmes, pour leur dire, oui, il y a cette possibilité, il y a cette éventualité-là de l'infertilité. Tout à fait. Voilà ce que la société a vous proposer, en fait. Ouais. Et pour moi, en fait, la plus belle bataille de l'infertilité, c'est finalement de se découvrir. Je me suis découverte dans ce parcours-là, en fait. Pour moi, c'est pas tant d'avoir un enfant, pour moi, aujourd'hui. Après, je sais que pour certains, parler comme ça paraît être assez choquant. Chacun a son vécu. Voilà, aussi, exactement. hein, Pour moi, c'est vraiment se découvrir, pas... en fait. Et de se dire qu'en fait, la vie, qu'on n'a pas qu'un chemin, qu'un choix, en fait, on peut finalement... Enfin, voir qu'il y a d'autres possibilités. Et j'ai pu découvrir ces possibilités-là dans ce parcours. Oui. Une vie sans enfant, Ouais. ça peut être l'adoption, ça peut être la GPA, ça peut être, voilà, ça peut être même la famille d'accueil. Il y a tellement de perspectives, en fait. Et finalement, je me suis dit, en fait, en fait, Sandrine, t'en fais pas. Aie confiance en toi, tout va aller bien. Oui, je te remercie pour ce moment qui a été très émouvant. Malgré les rires. Ouais. Je ne sais pas qui a dit qu'il vaut mieux en rire plutôt que d'en pleurer, parce qu'on n'en finirait pas avec cette grande tristesse, cette grande souffrance. Exactement. Et puis je pense que c'est important aussi parce que ça ouvre des perspectives. Tu as parlé de perspectives. Ça donne de l'espoir à celles qui arrivent en bout de parcours et qui sont épuisées, vidées et qui se disent, bon, la vie continue. D'accord. Et bien nous, notre soirée, elle continue parce qu'on va prendre du thé. Voilà. On va aller prendre du thé. Je te remercie. Merci à toi. On dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Bye bye. Ciao. Ciao.